Bonsoir à tous. L'Alliance française, au nom de l'Alliance française, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre fidélité à notre cycle de rencontres avec l'Académie française. Je précise que cette conférence est en français, avec traduction simultanée, et qu'il y a encore quelques écouteurs disponibles à l'entrée de la salle. Et puis je profite de l'occasion pour vous dire que l'Alliance française, pour m'adresser aux personnes, aux Italiens, dire que l'Alliance française fait des cours de français et que nous sommes à votre disposition, des cours individuels, collectifs, en ligne, à tous les niveaux, Et à nos amis français, je précise que l'Alliance française fait aussi des cours d'italien. Bien. Après Jean-Marie Rouard, Frédéric Vitou, Antoine Compagnon, Dominique Bonnat, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Madame Barbara Cassin, que je remercie très vivement d'avoir accepté notre invitation pour cette conversation avec Bruno Racine, administrateur délégué et directeur de Palazzo Grassi, Ponta della Dogana de la Fondation Pinot. Médaille d'or du CNRS, vous êtes entré à l'Académie française en 2018. Vous vous définissez comme philosophe et philologue. La philologie, du grec ancien philologia, signifie amour des mots, des lettres et de la littérature. Vous avez notamment dirigé le vocabulaire européen des philosophes, dictionnaire des intraduisibles, publié au Seuil en 2004 et réédité en 2019. Parmi vos dernières publications, je citerai le livre d'une langue aux éditions du Patrimoine et ce que peuvent les mots philologistisés aux éditions Bouquin. En parallèle, vous avez été commissaire de plusieurs expositions, notamment au Mucem de Marseille et prochainement à Luxembourg, une exposition intitulée Babel heureuse. Vous êtes également commissaire du parcours permanent de la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts. Cette double expérience vous a conduit, me semble-t-il, à choisir comme titre pour votre conversation de ce soir avec Bruno Racine, exposer la traduction. Merci Gilles Debonnel, merci à l'Alliance française pour la poursuite de ces rencontres qui me donnent l'occasion de dialoguer chaque fois avec une personnalité très, très différente. Et peut-être un petit mot sur ce thème, exposer la traduction, qui paraît aller de soi, mais comme tous ceux qui ont eu un moment ou un autre à s'occuper de cette question, comment exposer la pensée, comment exposer la poésie ou la philosophie, en réalité, on voit bien que c'est une manière de creuser la question, mais qu'il n'y a jamais de réponse univoque. Donc, exposer la traduction, pourquoi? Parce que, comme vient de le rappeler Gilles Debonnel, Barbara Cassin a conçu des expositions sur ce thème, notamment à Marseille, au Mucem, et bientôt à Luxembourg, plus la responsabilité de Villers-Cotterêts. Mais ce qui, je pense, sera intéressant pour nous tous, ce sera de l'entendre parler de son parcours, comment elle en est venue à cet amour des mots, à la philologie, en particulier l'amour du grec, qui d'après Heidegger, la langue de la philosophie avec l'allemand, ça sera peut-être un point que vous, un jugement vous nuancerez, ou que vous élargirez en tout cas. Et à partir de là, cette aventure extraordinaire du dictionnaire des intraduisibles, dont Gilles Debonnel vient de rappeler l'importance, et qui est une réalisation, je dois dire, assez extraordinaire. Donc, sur Barbara Cassin, j'ai envie de vous demander quel est le point de départ de ce parcours, et notamment vos premiers grands travaux sur les textes grecs. Merci. D'abord, permettez-moi un instant de vous remercier, de remercier l'Institut français,
la zoographie de vous remercier l'un et l'autre de m'avoir invité dans cette ville qu'on ne parcourt jamais assez à pied. Mais j'ai commencé en fait à comprendre que je parlais une langue, que c'était une langue que je parlais en faisant du grec. J'ai compris que le français était une langue. Avant, je n'avais pas pensé ça. Quand on est en classe, au lycée, on apprend l'anglais, ça m'avait fait ni chaud ni froid. Voilà. Mais quand j'ai commencé à faire du grec, là j'ai compris qu'on pouvait fabriquer autrement des phrases et fabriquer autrement le sens des mots. Et du coup, j'ai compris que eh bien, je parlais une langue, le français, et qu'il y en avait plus d'une. Autrement dit, on ne parle une langue, on ne sait qu'on parle une langue que quand on en parle ou quand on en sent plus d'une. Ça, c'était le premier point. Mon premier bouger, si vous voulez. Le deuxième, c'est que quand on fait du grec, on s'aperçoit qu'il y a un mot, justement, assez fou, en grec, le mot logos, qui signifie à la fois, alors les latins l'ont généralement traduit par ratio et oratio, raison et discours. Logos, c'est toute mise en rapport. Par exemple, A sur B égale C sur D, voilà un logos. Eh bien, cette mise en rapport signifie à la fois, donc, le discours, la raison, mais aussi la langue grecque, par excellence. Et donc, pour les Grecs, ceux qui ne parlent pas grec, ceux qui ne parlent pas logos, comme eux, ce sont des barbares. Et moi, ce mot me touche beaucoup. Je m'appelle Barbara, ça veut dire blablabla. Voilà. C'est un borborigme, si vous voulez. C'est Babel. Hein. C'est un bredouillis inintelligible. Voilà, les autres, ceux qui ne parlent pas, comme moi, ils bredouillent. C'est ça que pensaient les Grecs. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la langue et aux langues, donc avec un S, comme un objet politique, par excellence. Et du coup, je me suis intéressée à la traduction, que j'aimerais définir très vite comme un savoir-faire avec les différences. La traduction, c'est un savoir-faire avec les différences, et ça me paraît un acte véritablement politique que de savoir faire avec les différences, et aujourd'hui plus que jamais. Donc, je me suis intéressée à la traduction, à la diversité des langues, et à la possibilité de les maintenir. Et c'est ainsi que j'ai fabriqué ce dictionnaire des intraduisibles qui s'appelle Vocabulaire européen des philosophies. J'avais essayé de mettre européen dans le titre pour être subventionné, ça n'a pas marché. Donc voilà, prenez donc le sous-titre comme le vrai titre. Hein. C'est un dictionnaire des intraduisibles. Qu'est-ce que c'est un intraduisible? On traduit tout, bien sûr on peut tout traduire. Mais c'est un dictionnaire de symptômes de différence des langues. Voilà. Et pour moi, un intraduisible, ça n'est pas ce qu'on ne traduit pas, c'est qu'on ne cesse pas de ne pas, mettez ça entre parenthèses si vous êtes un peu lacanien, hein, de ne pas traduire. Donc voilà pourquoi j'ai travaillé avec, alors, 15 ans, avec 150 personnes de beaucoup de pays d'Europe, parlant beaucoup de langues, européens parce qu'on n'arrivait pas à faire mieux, hein, mais je vais vous raconter la suite et on essaye de faire mieux. Donc on a travaillé sur des symptômes de différence des langues. Alors, si je vous dis bonjour, évidemment, vous pouvez traduire ça dans toutes les langues, mais si vous prenez de l'hébreu ou de l'arabe, salam, shalom, ça veut dire la paix soit avec toi. Quand vous dites bonjour, vous souhaitez une bonne journée, c'est pas la même chose quand même. Et moi qui ai fait du grec, il m'a beaucoup intéressé, beaucoup plu de savoir que le salut en grec, c'était kairé, c'est-à-dire réjouis-toi, jouis. Et en latin, c'est valet, porte-toi bien. Évidemment, tout ça se traduit parfaitement, par bonjour, sauf que vous voyez bien que c'est pas pareil. Donc, il y a à la fois des mots qui se traduisent parfaitement, mais qui ne disent pas la même chose, et puis des mots qui se traduisent alors vraiment, qui résistent. Hein. Et en philosophie, on a fait beaucoup de notes de traducteurs, beaucoup de notes de bas de page. Par exemple, on traduira Aufhebung de Hegel, sursomption, etc. Comment est-ce qu'on fait pour surmonter,
comment dialectiquement, comment ça se passe, etc. Un mot très difficile à traduire. Ou bien je vais prendre un exemple qui nous éclaire sur le rapport aux politiques. Je prends le mot dette. Dette, debitoun, j'emprunte, je rends, c'est fini. Voilà, tout va bien. Maintenant, je le fais en allemand. Schuld. Dette, ça se dit schuld. Mais schuld, ça veut dire culpabilité, faute. Vous rendez, c'est pas tout à fait fini. Hein. Donc vous voyez que quelque chose de l'Europe se décide déjà. Donc voilà, c'est ça des intraduisibles. Un exemple massif, c'est structure, pattern, Gestalt. Ah non, on n'est pas dans le même monde. Ou bien mind, Geist, esprit. Si je traduis Hegel par la phénoménologie du mind, j'en fais un précurseur de la philosophie analytique. Si je le traduis par philosophie des Geistes, c'est un spiritualiste. Et pourtant, c'est très bien traduit, l'un comme l'autre. Donc vous voyez, c'est de ça que nous avons essayé, enfin, c'est cela que nous avons essayé d'éclaircir, en faisant en sorte de montrer que, bien sûr, d'habitude on dit la poésie, ça ne se traduit pas, la littérature, ça ne se traduit pas, mais non, la philosophie, ça ne se traduit pas non plus, ça se traduit très bien, mais on fait quelque chose quand on traduit. Voilà. Ce dictionnaire est lui-même traduit. Donc, en combien de langues, je ne sais pas, mais alors est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe alors du coup? Si, vous avez tout à fait raison. Ce dictionnaire est traduit, mais là, on comprend ce que ça veut dire. Il est réinventé. Il est réinventé dans une dizaine de langues. Alors, c'est plus ou moins... peut-être que là, il faut que je passe par l'intention. L'intention qui m'animait, moi, quand j'ai fait ce dictionnaire des intraduisibles, c'est pour ça que je dis que c'est politique, c'était une intention politique par rapport à l'Europe. L'Europe, elle se caractérise par la diversité des langues. Et elle est, unie dans la diversité. Bon, très bien. Umberto Eco a dit magnifiquement, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Parfait. Tout ça, je suis complètement d'accord. Ce qui voulait dire qu'il fallait essayer que l'Europe ne passe pas au globish, au global English, c'est-à-dire à cette langue de communication dont nous avons sûrement besoin pour communiquer, mais qui devient un danger public quand elle éradique les langues de culture que nous parlons, c'est-à-dire le français, le vrai anglais, l'anglais, l'anglais d'Oxford que personne ne comprend, l'anglais de Jane Austen que personne ne comprend. Bon. Enfin, du moins dans les colloques, je veux dire que dans un colloque international, le seul anglais qu'on ne comprenne pas, c'est sûrement pas l'allemand qui parle anglais, c'est sûrement pas le français qui parle anglais, c'est l'anglais qui parle anglais. Bon. Donc, voilà. Donc, réfléchissons à ce qui est en train de se passer quand on passe au globish. Pour moi, l'un des scénarios catastrophes de l'Europe, ça aurait été globish plus dialecte. Dialecte étant toutes nos langues de culture. Et en fait, si on réfléchit bien, comment se caractérise une langue? Elle se caractérise par ses auteurs, ses locuteurs, ses auteurs et ses textes. Eh bien, quels sont les textes qui sont en globish? Les demandes de dossiers, les demandes de subventions à l'Europe, tout ce qui a besoin d'expertise. La langue des experts, c'est le globish. Et la langue des experts, c'est aussi la langue des subventions. Voilà, ça c'est grave. Oui, quand on lit les textes officiels, souvent, par force des choses, par obligation, sont traduits dans plusieurs langues, quelle que soit la langue, que ce soit l'anglais d'origine, qui est celui que vous décrivez, ou les différentes versions françaises, allemandes ou autres, c'est souvent du charabia d'ailleurs. J'allais dire, c'est l'époque où je me souviens d'un diplomate italien qui parlait de l'Europe des six. Voilà. Et à l'époque, c'était pas encore le globish, c'était un français assez sophistiqué. Bon, qui n'est plus parlé aujourd'hui. Hein. Et il décrivait l'Europe de l'époque, des années 50, et il disait « era un giardinetto delizioso », un petit jardin délicieux. Alors, évidemment, aujourd'hui, on parle une langue assez appauvrie finalement, et ça se répercute aussi sur les autres. C'est cela aussi une des difficultés rencontrées. C'est ça. On parle de livrables, parce qu'il y a des deliverables.
Voilà. Quand vous faites un dossier, on vous demande quels sont vos livrables. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, voilà, c'est tout le temps comme ça. Et donc, moi, je continue un petit peu parce que mon objet, enfin, disons, mon intention, c'était ni Globish, ni ce que j'appelle, et vous avez fait allusion à Heidegger tout à l'heure, ce que j'appelle le nationalisme ontologique. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des génies des langues, et qu'il y a des langues plus géniales que d'autres. Et ça, c'est pas Heidegger. Génial, ça veut dire plus authentique. Ça veut dire qui disent mieux l'être. En gros, c'est la philosophie qui fait que, bien en 1935, Heidegger pouvait dire une langue authentique, c'est une langue qui est enracinée dans une race et dans un sol. Je le cite exactement. Hein. Et cela n'existe que pour la langue grecque, et il ajoutait, et pour notre langue allemande. Voilà, l'allemand plus grec que le grec. Donc, si vous voulez, moi, quand j'ai fait le dictionnaire des intramusiques, 2 ennemis, le Globish et, disons, le génie. Le nationalisme linguistique, voilà, qui évoque une supériorité, enfin, qui croit une supériorité de certaines langues sur les autres. Voilà, exactement. Alors, cette aventure maintenant est derrière nous, si je vais dire, même si on peut souhaiter d'autres traductions qui montreront justement dans chaque langue de concerner pourquoi du comment. Le pourquoi du comment affronter la question fondamentale. On a parlé de l'exposition, c'est-à-dire comment aussi communiquer, rendre sensible, si vous voulez, les problèmes que vous avez évoqués, non pas par le discours, mais par la monstration dans une exposition. Oui. Alors là, c'est parce que je suis philosophe, n'est-ce pas? C'est-à-dire une naïveté absolue. J'imagine que exposer, ça veut dire la même chose quand on expose comme ça en parlant et quand on expose devant les yeux. Et ça, c'est à cause d'Aristote. Hein. C'est un travail de traduction, je dirais. En réalité, c'est pas le même sens du mot exposé. Ben, exactement. Les deux servent à mettre pro hommato, dit Aristote, c'est-à-dire devant les yeux. Quand on parle vraiment, on met devant les yeux. Et j'adore ce début de la métaphysique d'Aristote. Excusez-moi, là je fais une petite digression. Vous connaissez peut-être la première phrase de la métaphysique d'Aristote, c'est « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Ça suffit. Tous les hommes désirent naturellement savoir, et la preuve en est, je continue, que ils aiment particulièrement ce qu'ils voient. Car ce qu'ils voient, ce qui est devant leurs yeux, pro hommato, ce qui est devant leurs yeux, même si ça ne leur sert à rien. Et quand on continue à lire Aristote, on s'aperçoit qu'il emploie les mêmes termes pour dire, quand on parle bien, on met pro hommato, devant les yeux. Donc, en somme, je me suis autorisée d'Aristote pour passer d'un sens à l'autre, vous voyez. Mais justement, votre première grande exposition, c'est bien le MUSEM, qui est le musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée, à Marseille, dont la vocation est précisément de montrer que la Méditerranée a toujours été un espace d'échange de toutes sortes de marchandises linguistiques, avec de civilisations, aussi de guerre, il faut le dire, mais de violence, mais ça fait partie des rapports entre les peuples également. Et donc, comment avez-vous conçu le projet pour ce musée très particulier? D'abord, on m'a dit, c'était la première exposition que je faisais, donc quand j'ai proposé ça, on m'a dit, bon, c'est une exposition d'un télo, ça ne faut rien dire, comment est-ce qu'on peut exposer une idée? Voilà. Donc, j'avais beau raconter Aristote, ça marchait pas. Et donc, j'ai commencé par des choses très concrètes. J'ai commencé par montrer que quand il pleuvait, on disait il pleut des cordes, il pleut des albardes. Ah non, il pleut des cuchillos. Ah non, il pleut des pierres. Ah non, il pleut des bâtons de chaise. Ah non, il pleut des vieilles armes. Des chats et des chiens. Voilà. Cats and dogs et dogs and cats. Bon. Et donc, si vous voulez, ça se voit, c'est sensible, c'est même sensuel, quoi, la manière dont on fait des métaphores. Et là, on est encore dans Aristote, parce que Aristote disait, faire des métaphores, c'est ça qui témoigne de la singularité.
C'est ça qu'il faut savoir faire. Donc voilà, j'avais commencé comme ça, et puis je vais montrer effectivement des images. Oui, je peux vous montrer des images, voilà. Alors là vous voyez, c'est barbares. Hein. Les barbares, c'est ceux qui font blablabla. Et donc, dans l'une des premières salles du musée, j'avais montré ce magnifique tableau de Mel Bochner. J'avais été le chercher jusqu'aux États-Unis, j'ai été le voir, et je lui ai dit, je voudrais blablabla. Il dit, mais pourquoi? Il dit, pour mon expression sur la traduction. Je dis, pourquoi? Parce que barbare. Et là, il a dit, ah, d'accord, bon. Et donc, d'ailleurs, c'est le seul artiste qui s'est déplacé, il est venu pour le vernissage de cette exposition, et c'est l'une des choses qui m'a fait le plus plaisir. Elle m'a dit, je n'ai jamais été aussi bien exposée. Oui, parce qu'on voit, grâce à vous, la richesse de pensée sous-jacente à ce qui pourrait apparaître comme une œuvre pop, si on peut dire. Oui, alors vous voyez, à côté, dans les petits casiers, il y avait des vases qui venaient du Louvre, où on montrait les barbares, qui ne sont pas tout à fait comme nous. Regardez ça, c'est un grillicite, il a une espèce de cuirasse qui ne ressemble absolument pas à une cuirasse grecque, et en plus, c'est plutôt, il est habillé comme Paris qui va séduire Hélène, c'est-à-dire tout ça, c'est ce que font les barbares, n'est-ce pas? Voilà, aux femmes. Et les Chinois. Voilà, les Chinois, c'est parce qu'on est toujours barbare de quelqu'un. Nous, ça, c'est un long-nez. Un caravanier, un long-nez. Oui, c'est-à-dire les Chinois, nous avons un nez proéminent. Voilà. Donc, voilà la manière d'exposer les barbares. Et puis ensuite, alors dans d'autres salles, j'ai travaillé sur, par exemple, ce qui se passe sur les équivoques. Parce que c'est quand même ça, les grands obstacles de la traduction. C'est les équivoques, et les homonymes, et les apax, hein, les mots qu'on trouve une seule fois. Les homonymes, c'est les mots qui ont pas le même signifiant, si vous voulez, mais pas le même signifié. Vers. Vous l'écrivez au moins de 4 manières. Et puis ce sont aussi les apacs, c'est surtout ça. Et c'est autour de ça, d'ailleurs, que le dictionnaire des intraduisibles se sont souvent construits. Hein. Alors, par exemple, si vous prenez en français le mot sens, vous voyez bien que ça veut dire à la fois signification, sensation, direction. Ben, il y a 3 mots pour ça en anglais, par exemple. Ou aimer, ben, c'est là ou c'est là qu'il faudrait quand même savoir. Enfin, vous voyez, donc c'est tout le temps comme ça. Donc voilà. La notion d'équivoque, justement, est absolument centrale dans cette exposition. Et donc l'idée, c'est de les montrer. De les traduire, oui, visuellement. Absolument. Alors j'en prendrai 2 exemples. Des exemples qui viennent de la Bible. Le premier exemple, vous voyez, voilà, Ève. La création d'Adam. Elle est née de la côte d'Adam ou à côté d'Adam. Alors, il faudrait savoir, parce que c'est traduit tantôt par l'un, tantôt par l'autre, et à vrai dire, de la côte d'Adam, ça n'est traduit que pour. C'est traduit comme ça, le terme hébreu est traduit comme ça que pour elle. Toujours autrement, c'est à côté. Vous voyez le genre de MeToo que ça donne. Hein. Voilà. Elle est sortie de la côte d'Adam. Bon. Et vous voyez, à côté d'elle, à côté de cette elle-là, hein, faut que je fasse ça, je pense. Non, pas encore. Non. Hop, hop, voilà. J'ai montré, voilà, toujours là une Bible, la Bible de Souvigny. Vous la voyez là en bas, la petite image la plus à gauche pour vous, en bas à gauche. C'est une très belle dans le milieu où on voit Ève sortir de la côte d'Adam. Et à côté, vous avez la main de Dieu d'Auguste Rodin, où vous voyez vraiment Ève à côté d'Adam. Je crois que c'est la seule fois qu'on la voit comme ça, à ce point-là, à côté.
Parce que la traduction, je dirais, canonique, c'est de la cause. C'est de la cause. Oui. Et ce qui justifie évidemment que la supériorité du masculin sur le féminin. Absolument. Mais c'est la seule fois que le mot Tselen est traduit comme ça. Alors après, j'avais choisi un autre exemple, c'est Moïse. Est-ce qu'il est cornu ou rayonnant? Alors là, vous voyez que c'est aussi plein de sens. Qu'est-ce que c'est qu'un juif, après tout? Donc voilà, il est, avec Michel-Ange, il est cornu, avec Chagall, il est rayonnant, et avec Millet, il est un peu des deux. Il est un peu cornu, un peu rayonnant. C'est un autoportrait de Millet en Moïse, il est en train de montrer un des commandements, tu ne voudras point, parce qu'on refuse de le payer. Donc c'est quand même assez... Et ce tableau est sublime, vraiment. Donc voilà, d'autres exemples, mais il y en avait plein. Et j'en ai pris un, oui, la pomme, l'arbre du bien et du mal. Est-ce que c'est un pommier? Si c'est un pommier, c'est parce que Baloum, avec un A vrai ou avec un A long, ça veut dire tantôt mal, tantôt pomme. Voilà. Mais du coup, on voit des arbres qui sont tout à fait différents. On voit un figuier, on voit des olives qui pendent, et on voit dans la petite chapelle que je vous conseille d'aller voir à plein Corot, une chapelle romane absolument sublime, on voit Ève à côté d'un grand champignon vénéneux qui a l'air d'avoir beaucoup fumé ou beaucoup mangé. Elle a des petits yeux comme ça, elle n'arrive plus à les ouvrir. Voilà. Ça, c'est l'arbre du bien et du mal. Alors, on peut quand même être un peu plus sérieux, enfin, je sais pas, parce que ça c'est très sérieux, disons un peu plus directement politique, et voilà. C'est un cas tout à fait assez différent néanmoins. Vous voyez là la carte à gauche, ce sont l'actuelle Cisjordanie, et à droite, la situation actuelle avec la division de la Cisjordanie en zones plus ou moins contrôlées par Israël ou par l'autorité palestinienne, une espèce de puzzle émietté. Et je crois que ce qui est absolument passionnant, c'est l'analyse que l'on fait de la fameuse résolution 242 du Conseil de sécurité et de ces deux versions françaises et anglaises, puisque l'ONU a plusieurs langues officielles, dont l'anglais et le français, le russe, le chinois aussi, mais toutes faisant autorité. Ah. Il n'y a pas une langue de référence. Absolument. C'est ça qui... Et voilà, Ben oui, c'est ça. Donc le retrait des territoires occupés, en français, des, ça veut dire de les. Donc tous. En principe tous. En principe tous. Et withdraw from occupied territories, ça peut vouloir dire une partie, ou ça peut vouloir dire tout également, mais ça n'exclut pas que ça soit simplement partiel. Donc cette résolution qui est en principe fondamentale pour la base de tout ce qui aurait pu s'en suivre, en réalité elle repose sur un équivoque, mais dont il faut dire qu'elle est voulue. Absolument. Qu'elle a été voulue, parce que justement les membres du Conseil de sécurité n'ont pu s'entendre sur cette résolution qu'en acceptant qu'elle soit susceptible d'interprétations différentes. Oui. Différences assumées chacune par une langue particulière. Et c'est d'une violence extrême, évidemment. Et là, vous parliez de Villers-Cotterêts, c'est-à-dire la Cité internationale de la langue française. Donc, j'ai en effet travaillé à cette Cité internationale. J'ai collaboré au parcours permanent qui a été fait sous l'égide de Xavier Nord. Et là, pourquoi Villers-Cotterêts? Pourquoi est-ce que je fais allusion à ça? Villers-Cotterêts, c'est l'édit de Villers-Cotterêts par François Ier, où il est dit que tous les actes administratifs et tous les jugements là seront rendus en langue maternelle française et non autrement. Donc il y a une langue de référence, une langue dite nationale, si vous voulez. Et quand aujourd'hui, vous dites tout à fait justement que l'équivoque a été voulu, eh bien, dans la dernière salle de Villers-Cotterêts, j'ai fait mettre à côté de l'édit
une photographie de la Bibliothèque des langues de la Cour européenne de justice de Luxembourg, dans laquelle je fais actuellement une exposition, elle est ouverte. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la Cour européenne de justice? Il se passe que vous introduisez un cas, par exemple en roumain, le prononcé qui fait foi sera le prononcé en roumain, même si c'est traduit dans toutes les langues. Autrement dit, c'est vraiment l'héritière de l'Hilaire-Cotterêts et l'héritière de une langue, la langue du cas. Et même si, ça vaut quand même la peine de le signaler à l'Institut français, même si la langue du droit, celle que parlent tous les juges ensemble dans leur secret, dans le secret de leur délibération, c'est le français. Donc on a, mettons, une plainte adressée en roumain, cette plainte est traduite dans toutes les langues, les juges délibèrent en français, ils rendent un prononcé en roumain, qui est le prononcé qui fait foi, et à ce moment-là, le prononcé, et toutes les délibérations d'ailleurs, enfin, sauf les délibérations secrètes, mais tout ce qui est autour, est traduit dans les 24 langues. C'est un peu une exception, je veux dire, parce que dans les institutions internationales et européennes en particulier, on tend vers une langue de base qui est cet anglais international, qui est une version très différente, qui pose, comme vous l'avez dit très justement, d'ailleurs un problème aux Anglais eux-mêmes, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette langue, même si, évidemment, c'est pour eux un avantage considérable que l'anglais ait cette domination planétaire. C'est une koiné contemporaine, quoi. Ouais. Mais c'est donc une langue de communication et en aucun cas une langue de culture, et c'est ça le problème. Sauf la culture des experts, qui est quand même assez forte. Hein. Oui, il existe aussi des experts cultivés qui peuvent donner satisfaction de ce point de vue-là. Donc ça, c'est ce qui est intéressant dans cette planche que vous voyez, cette image que vous voyez. Elle illustre le fait qu'il y a des enjeux politiques qui sont liés à cette question de la traduction et de la langue qu'on utilise. Évidemment, là où le politique se mêle au religieux, c'est également un enjeu considérable, un champ d'enjeu considérable. Et donc, dans votre exposition, vous aviez montré à quel point la question de la traduction des textes dits sacrés était elle-même une question fondamentale, avec toutes sortes de questions, on verra notamment avec l'islam, puisque le texte sacré est en principe sorti tel quel de la bouche divine. Oui, le problème est de savoir ce qui se passe, s'il y a une langue de révélation ou pas. Et bon, juste pour dire rapidement, je vais vous montrer quelques images, mais vous savez qu'on ne traduit pas le Coran, on traduit le sens du Coran. C'est ce qu'il y a sur les pages qui montrent. Alors, voilà. C'est pas la première, c'est la... Le sens du Coran, c'est là. Hop. Juste avant. Ah, oui. Voilà. Voilà le Coran. Voilà le Coran en arabe. Il date du XIVe siècle, hein, c'est l'un des premiers. Et il n'est pas traduit. Il y a un mot sous un mot, et ça ne se syntaxise pas. Hein, en persan. Ouais. Donc, mais on comprend pourquoi. C'est justement parce qu'on ne traduit pas le Coran. Et on l'apprend en arabe, on le récite en arabe, évidemment dans tous les usages religieux. Et on l'apprend par cœur en arabe. Le Coran est un statut particulier par rapport aux textes bibliques, puisque ceux-ci ne sont pas réputés avoir été dictés directement, mais inspirés, comme on dit. Oui, alors là vous avez un texte vraiment d'une philologie extraordinaire. C'est la Bible polyglotte d'Alcala, qui était faite vers 1514-1517. À la demande de Jiménez de Cisneros. Et au milieu, vous avez le texte latin, c'est-à-dire Saint Géraud, la traduction,
en latin. Puis d'un côté vous avez l'hébreu et de l'autre côté vous avez le grec. Et le commentaire du cardinal, c'est « Regardez, voilà le Christ et les deux larrons ». Je ne sais pas si c'est de l'humour, je ne suis pas certain. Donc en fait, si on cherche quelle est la langue de la Bible, ben, on dit, et on le dit, les meilleurs biblistes le disent, c'est la traduction. Et à côté de ça, vous avez un Pentateuque, une Torah, qui est tout de suite en deux langues, avec un commentaire en araméen. Donc là, ça n'a pas non plus le même type de révélation, puisqu'il y a immédiatement un commentaire, et d'ailleurs, c'est immédiatement traduit en grec, avec un Septante. Donc, vous voyez, chaque texte sacré, disons, a une autre conception de la langue de Dieu, et de la traduction horizontale ou verticale. Et moi, je veux dire qu'en ce moment, mon gros travail, enfin, ce que j'ai en chantier, c'est un dictionnaire des intraduisibles des trois monothéismes. C'est-à-dire, comment dit-on Dieu dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, comment dit-on croire, comment dit-on religion, comment le livre se nomme-t-il, etc. Et donc, tout cela part de la même idée, qui est que on parle en langue et non pas en concept. On parle en mots. Et donc, voyons ça de plus près. Et la deuxième idée, c'est que quand on regarde ça de plus près, et bien du coup, on se calme. Et au fond, cette histoire des trois monothéismes, vue comme ça, c'est une lutte contre les fondamentalismes. On ne peut plus être fondamentaliste quand on travaille comme ça. Et notre travail, nos réunions de travail, nos réunions de travail qui sont parfois publiques, les premières avaient lieu au Mucem devant des lycées musulmans et des lycées juifs. Elles sont d'une grande intelligence de paix, je trouve. Voilà. Donc la traduction, comme encore une fois un aspect politique, comme vecteur de paix, est-ce que... Je trouve. En tout cas, il faut l'espérer. Il faut l'espérer, absolument. Et juste pour revenir un tout petit peu en arrière, parmi les traductions du dictionnaire des intraduisibles, c'est-à-dire les réinventions, évidemment, qui ont ajouté des entrées, qui ont enlevé d'autres, qui ont changé des exemples, etc. Et le premier à avoir décidé de réinventer ce dictionnaire, c'est un Ukrainien, Constantin Sigov, qui dirige une maison d'édition, Douri Littéra, l'esprit et la lettre, et il a décidé de le traduire en ukrainien et en russe, pour montrer qu'il y avait deux langues distinctes. Vous voyez à quel point c'est politique. Et si je peux raconter une anecdote, lorsque la Russie a été invitée au Salon du Livre, je ne sais plus combien de temps, une dizaine d'années, je crois, le président Macron m'avait fait demander de lui... C'était au moment où on avait empoisonné un Russe à Londres. L'ancien espion, voilà. Donc, il ne voulait pas aller dans un endroit où les Russes exposaient, et sur le stand. Bon, et il m'avait fait demander, par l'ambassadeur Morel, d'apporter à la fois un dictionnaire ukrainien et un dictionnaire russe. Comme signe de... que... Quand on nie une culture, on nie sa langue, la singularité de sa langue. Voilà. Ce qui est quand même intéressant dans le cas de l'Ukraine, c'est qu'en raison du fait qu'elle a été pendant des siècles, au moins 3 siècles, dans l'orbite de la Russie, il y a un très grand nombre d'Ukrainiens passer d'une langue à l'autre. Enfin, c'est un cas de diglossie, comme on dit, assez frappant, qui était souvent interprété d'ailleurs par certains en disant mais voyez, il parle russe, donc comme si les Irlandais parlaient anglais, ils n'ont pas du tout envie de dépendre de la couronne britannique.
Donc c'est souvent mal interprété. Mais c'est intéressant pour nous Français qui avons beaucoup centralisé la langue, mais par rapport à cela, les Italiens, l'Italie est un pays où le diglossisme existe encore, non pas comme une réalité marginale, mais vécue, parce que ce que nous appellerions nous les langues régionales, qui sont en fait des langues à part entière, à Venise en particulier, reste une réalité vivante et une réalité qui n'est pas comme nos anciens patois français considérés comme inférieurs, mais également des langues de culture avec une littérature propre. Donc c'est intéressant de savoir comment le cerveau humain, qui reste toujours à des mystères, enfin, une des zones de la science où elle s'efforce de réduire l'incertitude, comment on peut vivre aussi naturellement que le faisaient beaucoup d'Ukrainiens avant la guerre, ou d'autres, dans d'autres pays, ça se constate également, ce passage d'une langue à l'autre. Oui. On voit chez les enfants aussi. Et voilà. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des classes d'accueil, enfin, ce qui s'appelait des classes d'accueil à Marseille, qui maintenant s'appelle des classes de UPE, 2A, je sais pas ce que ça veut dire, nouveaux arrivants. Mais ce sont des classes d'accueil qui accueillent les jeunes qui ne parlent pas encore français et qui les rassemblent, alors que donc ils ne parlent pas la même langue les uns et les autres, et avec des professeurs extraordinaires, vraiment exceptionnels d'intelligence. Et à Marseille notamment, mais encore maintenant à Luxembourg, j'ai travaillé avec les nouveaux arrivants en leur posant 2 questions. La première question, c'est quel est le mot de ta langue maternelle qui te manque le plus? Et là, j'ai eu des réponses vraiment éblouissantes. Par exemple, j'ai eu une femme, parce que quand on parle avec les enfants, les mères arrivent, j'ai eu une femme qui m'a dit eh bien, tel mot que je ne saurais pas vous le reproduire. En arabe, ça veut dire « je l'aime à vouloir mourir avant lui ». Comment voulez-vous que je dise ça en français? C'est un seul mot. Bon. Ça, c'est très beau, je trouve. Et donc, il se passe beaucoup de choses autour de ça. Quel est le mot de ta langue maternelle qui te manque le plus? Aussitôt, tout le monde se met à parler et à communiquer en langue avec un S. Et la deuxième question, c'était « et quel est le mot du français qui te paraît le plus bizarre ?» Et là aussi, il se passe des choses, vraiment. Et il y a eu un petit film qui a été fait dans ces classes, qui maintenant peut se voir à Villers-Cotterêts. Je ne saurais trop vous engager à aller visiter la Cité internationale de la langue française, parce que je crois que c'est non seulement une réussite à avoir, mais que c'est, comment dire, presque un devoir citoyen, quoi. Et moi, j'aimerais que vraiment ça se voit, ça se sache. Ce que c'est qu'une langue, comment on la parle, et qu'elle n'existe que parce qu'il y en a d'autres. Voilà, c'est surtout ça qui se sent dans ce parcours. Et donc, je disais qu'il y avait un petit film que je trouve admirable qui a été fait par les enfants et par leurs professeurs, où on voit les enfants à tour de rôle, donc, qui disent, ils commencent par les mêmes phrases, ils disent je regardais le ciel, j'allais à la fenêtre, je regardais le ciel, comme je fais toujours, et je me souvenais. Et à ce moment-là, il émet une phrase dans sa langue maternelle qu'on ne comprend pas. Et puis, il le dit en français, avec un accent terrible, puisqu'il ne parle pas encore en français. Et c'est bouleversant. Bouleversant, et si on a envie que le français s'enseigne, je pense que ça, c'est vraiment un très très beau film. Donc voilà un petit peu ce qui pour moi est à faire avec la langue. Alors, vous avez parlé de langue maternelle. Pourquoi cette expression? Parce qu'on comment se traduit-elle d'ailleurs? Oui, justement, en allemand, on peut dire Muttersprache, on peut dire Vatersprache. Il y a les deux.
très joli en français, on ne dit pas langue paternelle, on dit la langue de ton père, c'est quoi? Bon. La langue de ton père peut être ta langue maternelle en français. Voilà, absolument. C'est généralement le cas. Oui, mais on dit. Il y a un assez joli film de Nourrit ta vie, je ne sais pas si vous connaissez ces films, qui est une cinéaste française et aussi israélienne, qui a beaucoup travaillé sur la langue, avec qui j'ai beaucoup travaillé parce qu'elle a fait des films, notamment pour ses expositions, sur la langue des signes. J'y reviendrai si vous voulez, parce que c'est magnifique. Mais donc, elle montre... je ne sais plus ce que je vous disais. Parce que je suis dans la langue des signes, la langue maternelle. Elle montre, avec médecin à l'appui, physiologue à l'appui, que c'est quand même une langue qu'on entend dans le ventre de sa mère. Et que c'est pas la même chose. Et que, très brièvement, un nouveau-né, mais très brièvement, est capable de produire pratiquement tous les sons. Mais que très peu de temps, peut-être 8 jours, je ne sais pas si c'est 8 heures ou 8 jours après sa naissance, mais très peu de temps, il ne peut plus. Il y en a toute une masse de sons qu'il ne peut plus produire. Et qui ne lui serviront plus. Comme la natation. Peut-être. Oui, un nourrisson peut nager. Peut nager, mais il perd cette capacité assez rapidement. Il doit la regarder. Donc c'est la même chose avec la langue en somme. Oui, mais ce que je disais, le film de Nourrit ta vie, qui était aussi qu'elle a fait pour le Mucem, moi j'ai toujours cru que les sourds-muets, ils avaient de la chance parce qu'ils pouvaient communiquer. C'est pour tout le monde. Mais pas du tout. Il y a des langues, des signes. Et si on regarde comment elles sont faites, je vais prendre un tout petit exemple parce que vous allez voir comme c'est clair. Je ne sais pas ce qui est clair, mais c'est clair. Alors, quand on dit culture, en langue des signes française, c'est quelque chose comme ça. Quand on dit culture, en langue des signes américaine. Vraiment différent. Et en langue des signes japonaise, voilà, je trouve ça extraordinaire. Et vous avez, en suivant ce film, une expérience connue, des expériences extraordinaires, y compris avec les enfants psychotiques ou les adolescents psychotiques, dont certains ne parlaient pas normalement. Oui, là j'ai travaillé en hôpital de jour avec des adolescents psychotiques, en effet, enfin, des très jeunes. Et effectivement, je me suis demandé ce qui se passait, pourquoi ils avaient si peur de parler. Il y en a quelques-uns qui étaient complètement mutiques. Je me suis dit, langue maternelle, il devrait quand même arriver des bricoles avec la mère, ils ont déplacé, c'était terrible. Enfin bon, peut-être travailler cette idée de langue maternelle. Et du coup, je me suis mise à écrire du grec au tableau. Et là, ils ont compris qu'ils avaient une langue, là, qu'ils ne comprenaient pas du tout. Alors que le français comprenait quand même, ils savaient quand même lire. Bon. Donc, il y avait une langue, on va dire, plus maternelle qu'une autre pour eux. Et puis, j'ai continué à lire avec eux le Cratyle de Platon. Alors, dans le Cratyle, Socrate fait des étymologies complètement farfelues, complètement opposées les unes aux autres. Par exemple, il dit que philosophie, ça peut être, plutôt que, je ne sais plus quel mot il emploie, ça peut vouloir, un mot donné peut vouloir dire être tout proche, ou bien courir après. Bon. Et avec des étymologies, aletheia, vérité, hein. Ça peut vouloir dire aletheia, course rapide, ou ça peut vouloir dire arrêt sur l'image, quelque chose comme ça. Il faut s'arrêter, il faut aller doucement. Et donc, je leur racontais ça, et du coup, ça les amusait beaucoup, et j'ai commencé à lire le Cratyle avec eux, et à le traduire évidemment, et à le lire un peu en grec. Bon. Et alors, à un moment donné, il y en a un qui avait le doigt qui dit « Madame, j'ai compris. » Je dis « Qu'est-ce que tu as compris ?» J'ai compris ce que veut dire « concierge ». Voilà. Je ne sais pas comment on peut traduire cette anecdote, en tout cas. Et du coup, c'est
c'était une réussite pour moi, du point de vue thérapeutique. Oui, tout à fait. Voilà. Là, on s'est éloigné aussi peut-être d'un aspect qui était très important, vous avez souligné, qui était la dimension politique de la question de la traduction, qui est liée aussi à celle des déplacements. Les langues se déplacent, les humains se déplacent. Nous sommes en année de Biennale d'art à Venise, et dont le titre était Stranieri ovunque, foreigners everywhere, étrangers partout. J'allais dire que Venise elle-même a été une sorte de tête de réseau pendant des siècles de nœuds de communication où on entendait parler toutes les langues, comme toute république marchande et maritime. Et d'ailleurs, c'est intéressant, un des textes vénitiens, enfin, écrits par un Vénitien les plus anciens, les plus célèbres, le fameux récit de Marco Polo, et la première version est une langue composite qui tient du français et de l'italien et qui est très rapidement est traduite en français standard, en italien plus pur et ainsi de suite. Donc vous êtes ici parler de la traduction, d'exposer la traduction à Venise, on ne peut pas imaginer mieux. D'ailleurs, si vous avez, je crois que vous aviez prévu de montrer une sorte de cartographie de la traduction, les routes de la traduction. Il n'y a pas que les routes de la soie, mais elles peuvent coïncider d'ailleurs, puisque les traductions circulent en même temps que les échanges humains. Donc, c'est plus. Je ne pense pas que vous puissiez lire les détails, hein, mais ce qui est important, c'est de montrer à quel point ce travail de traduction correspond à une sorte de réseau, de filet. Donc, ce sont essentiellement des textes antiques, Aristote, Galien, Ptolémée, le géographe, je ne sais plus qui a également plus les mille et une aussi, qui a traduit plus les sciences et la pensée. Oui, mais il y a aussi, dans des textes plus contemporains, il y a les mille et une, oui, et puis il y a Tintin. Ah, il y a Tintin. Et Marx. Et alors, bon, c'est un dispositif interactif. Je ne crois pas que le lien soit indiqué, mais vous le trouvez peut-être si vous tapez les mots de la traduction. Et donc, on peut, en cliquant sur, par exemple, Aristote, voir où Aristote s'est traduit et à quelle vitesse. Sur Euclide, quand est-ce qu'il est arrivé en Chine. Et alors, on s'aperçoit de quelque chose de très frappant, c'est que, bon, ça met très longtemps hein, pour que Euclide arrive en Chine, il faut attendre les jésuites. Bon. Mais, en revanche, pour Marx, ça va tout de suite au bout du monde, et pour Tintin, encore plus. Voilà. Marx et Tintin sont terriblement traduits. Et je n'ai pas fait la traduction du Petit Prince, mais je crois qu'après la Bible, c'est le livre le plus traduit. Mais, donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a une cartographie mondiale comme ça de la traduction. Alors, bien entendu, la grande cause que vous défendez, c'est celle de la dignité de toutes les langues, en fait. Et à quel point, dans un monde où la cause à laquelle Barbara Cassin est extrêmement attachée, c'est la défense de la dignité de toutes les langues. Même si il est évident qu'à toute époque, on a besoin d'une langue de communication qui a varié au cours des siècles, au départ de la Koiné, de ce grec méditerranéen. Ça a pu être le français en Europe, même un peu plus qu'en Europe, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Casanova. Et absolument. Une langue d'ailleurs très intéressante, car c'est un français qui contient des expressions qui manifestement montrent que ce n'est pas sa langue maternelle, justement. Et donc c'est une langue extrêmement savoureuse et de ce point de vue-là plus riche que s'il avait écrit le français de cours, si je puis dire, de son époque.
Donc ça, c'est un peu votre combat, si je puis dire, d'aujourd'hui pour demain. Comment lutter non seulement contre l'extinction des langues, qui est un phénomène aussi préoccupant que l'extinction des espèces animales ou végétales. Je ne sais pas combien, mais l'UNESCO a dû quantifier et dire chaque année, il y a le dernier locuteur d'une langue, je ne sais pas, dans les Nouvelle-Guinée ou d'Amazon disparaît. Donc il y a ce phénomène. Une des raisons pour lesquelles l'incendie du grand musée de Rio était un drame, c'est que de São Paulo, absolument, pardon. C'est que des milliers d'enregistrements de langues indigènes ont disparu dans le sinistre. Elles sont perdues à jamais, puisque c'était les tout derniers locuteurs qui avaient pu être enregistrés quelques décennies plus tard. Donc comment vous voyez cette grande cause? Est-ce qu'il faut penser, est-ce que peut-être avec aussi le développement des technologies et de l'intelligence artificielle sur lesquelles il y a à la fois des espérances et des appréhensions, est-ce qu'il n'y a pas aussi là des outils nouveaux au service de la diversité des langues? Et oui, certainement, si on les prend bien, c'est ça. Moi, j'ai une idée un peu folle qui serait... Alors, bon, disons que la vulgate, c'est de dire que c'est dramatique pour la traduction, hein, et que le métier de traducteur est fichu. Bon. Je n'en crois pas un mot. D'abord, les traducteurs eux-mêmes savent bien que c'est très mal traduit quand c'est une intelligence artificielle, c'est pas du tout traduit comme ils le feraient. Mais en même temps, de plus en plus d'éditeurs leur demandent de simplement relire, de réécrire. Ils font du rewriting d'intelligence artificielle traductive. Alors, c'est comme d'habitude, je ne crois pas qu'on puisse aller contre la technologie. Je pense qu'elle a toujours déjà gagné. Et je pense que on doit se réjouir que soit fait ce qu'une machine peut faire, que l'homme n'ait plus à faire ce qu'une machine peut faire. Vous savez, toujours Aristote, quand les navettes fileront toutes seules, on n'aura plus besoin d'esclaves. Bon, à un certain moment, on n'a plus besoin de poinçonneurs des lilas. Bon, c'est très bien. Maintenant, comment faire pour que la traduction existe et qu'on ait besoin d'un nouveau genre de traducteur, peut-être? Alors, l'idée que j'aurais, ce serait de nourrir des intelligences artificielles traductives locales, hein, c'est-à-dire, non pas l'intelligence artificielle générale, mais il y a des intelligences artificielles qui sont chargées de traduire. Bon, de les nourrir des intraduisibles, c'est-à-dire de leur rendre difficile et sensiblement difficile leur tâche. Et du coup, de leur apprendre à traduire mieux et de nous apprendre à nous en servir mieux. Alors, j'ai deux petites composantes comme ça qui me permettent d'espérer quelque chose. D'une part, le fait que, travaillant avec des gens de Google, ils n'ont pas l'air de trouver ça idiot. Et d'autant moins idiot que, travaillant par ailleurs avec des gens de Sainte-Anne, de l'hôpital Sainte-Anne, ils ont demandé, l'hôpital psychiatrique, oui, ils leur ont demandé comment pourrait-on faire pour que l'intelligence artificielle ait un inconscient? Grande question. En principe, on n'a pas d'inconscient quand on n'a pas de corps. Mais l'idée, c'est qu'on pourrait arriver à névroser un peu l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à faire en sorte que apprendre, ça ne soit pas si facile pour elle. On va pas... Une intelligence artificielle, elle apprend ce qu'on lui donne. Hein. Elle se nourrit de tout ce qu'on lui donne. Hein. Lui donner des choses problématiques qui vont l'aider à problématiser, c'est peut-être un peu différent. Et faire en sorte qu'elle apprenne en se trompant aussi, comme font les enfants, et qu'on puisse éduquer cette erreur-là, la rendre sensible et la rendre productive.
bon, voilà, faire au lieu de ce... Enfin, au lieu, vous savez comment ça se passe, l'algorithme qui guide l'intelligence artificielle, traductive ou par monde, c'est quel est le mot le plus probable qui suit le mot que vous venez de dire. Bon. Donc, c'est un algorithme de probabilité. Eh bien, au lieu que ce soit un algorithme de probabilité par similitude, hein, partout on trouve ce mot-là et donc c'est ce mot-là qu'on doit mettre, que ce soit un algorithme de différence. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce soit le creux de l'algorithme qui domine? Et c'est cette question-là qui est une question apparemment pas idiote pour les ingénieurs Google, que je voudrais essayer d'instruire. Alors c'est peut-être un peu aberrant, comme ça, et un peu sommaire, surtout quand j'en parle, mais il me semble que là, il y aurait quelque chose à trouver. Voilà. Ce serait en tout cas une manière d'humaniser, si je puis dire, encore plus la machine et de la faire douter peut-être. Enfin, moi j'ai pu constater, enfin, par exemple sur des questions de droit, poser je me suis amusé à faire ça. Comment interpréter tel mot, voilà. Et j'ai eu une réponse. Ça dépend du contexte. Donc, on peut, l'apprentissage de la machine, enrichi évidemment parce qu'on lui fournit, peut lui permettre justement d'entrer dans des démarches qui ne sont pas celles d'une réponse mécanique ou purement uniquement probabiliste. Oui, ça sera toujours une réponse mécanique, au sens où il n'y a que du mécanisme temps. Mais ça peut être un mécanisme, je veux dire, un peu moins ennuyeux, on va dire. Plus surprenant. Surprenant. Voilà. Merci infiniment. Je crois que voilà, nous avons, enfin, vous avez plutôt abordé toute la richesse de cette problématique. Je dirais sur la dernière, elle nous est, je ne dis pas qu'elle nous est familière, mais elle nous rappelle ce que nous montrons actuellement avec l'exposition Pierre Huyghe à la Pointe de la Douane, qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Et dans une des œuvres, la première d'ailleurs, que le visiteur découvre, vous voyez cette créature qui n'a plus de visage, qui n'a plus que la boîte crânienne, et qui est pilotée par une intelligence artificielle et par un genre de cerveau synthétique qui lui envoie des instructions qui peuvent être contradictoires. Donc, et que donc l'intelligence artificielle doit apprendre à réagir à des impulsions autres que celles auxquelles elle peut s'attendre. La créature est parfois dans des situations de souffrance, justement parce que le problème ne trouve pas immédiatement sa solution. Voilà. Donc, une question presque futuriste, peut-être, qui nous permet, après cette partie des textes sacrés. Donc, je vais naturellement inviter les publics, que je remercie d'être venus, à poser des questions s'ils le souhaitent. Je crois que des micros peuvent être distribués à qui le souhaite. Merci beaucoup, et surtout cette exposition, je me suis dit, une traduction, c'est un jeu, surtout pour les enfants, les relations avec les visuels, et au lieu d'imposer, en fait, c'est plutôt c'est constitué par une question qui permet aux enfants, aux visiteurs voilà, essayer de comprendre en fait par eux-mêmes, parce que souvent les expositions c'est un peu donné, c'est un peu exposé, et là je trouvais cette idée de visuel et les mots très intéressante,
Et donc voilà, d'où vient cette idée, ça c'est une question. Sinon, un petit, pas de commentaire. En fait, j'ai fait l'école supérieure d'interprète de traducteur à Paris, anglais, français, japonais. Donc, il est certain que ce métier de traduction, ça prend énormément de temps, mais on a toujours considéré qu'une langue, c'est quelque chose de sacré, une langue est à respecter, une langue est à choyer. Donc, voilà, et ici, je fais des études d'histoire de l'art à Ca' Foscari, l'Université de Venise. Et je redécouvre la beauté de la langue française, surtout d'une très belle sonorité qu'avant, voilà, j'étais contente de parler, apprendre l'italien et tous les examens et les cours sont en italien, j'étais très contente. Mais peu à peu, je me suis dit, voilà, comme c'est joli cette langue, voilà, je suis retombée amoureuse. Voilà, donc c'est juste une question, c'est plutôt une relation entre le visuel et la langue que voilà, vous avez eu cette belle idée. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai envie de prendre les choses par votre début. Je n'assène pas des vérités là, mais effectivement, vous savez, pour moi, ce que j'ai vu de plus juste dans une exposition, c'était en Afrique du Sud, quand Mandela est arrivé au pouvoir. Il y avait un énorme musée, qui était un musée qui avait été fait sous l'apartheid, qui était vraiment ignoble. C'est-à-dire que c'était des statues de cire qui montraient les Khoisans, les indigènes, puis les Noirs, vraiment très laids, très primitifs, en train d'essayer d'allumer du feu avec des bâtonnets, enfin, etc., etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et Mandela, au moment où il est arrivé au pouvoir, n'a pas du tout fait démolir le musée, il a mis une petite pancarte au milieu avec « Que pensez-vous de ce que vous voyez ?» Je trouve que c'était génial. Et pour moi, c'est resté ça que doit faire une exposition de toute manière. C'est-à-dire, que pensez-vous de ce que vous voyez? Autrement dit, elle appelle au jugement. Bonsoir madame. Vous exposez au Luxembourg. Luxembourg est un cas totalement original dans l'Union européenne, puisque c'est un pays qui n'avait pas de langue et qui est en train de se construire une langue depuis une vingtaine d'années à partir de dialectes villageois, parce qu'ils sont tous différents. C'est créer une grammaire et a enrichi sa langue, non pas de mots étrangers, uniquement des mots étrangers des anciens colonisateurs, comme les Néerlandais, mais également maintenant de ce qui était une langue officielle, c'est-à-dire le français et l'allemand. Donc, que pensez-vous du fait qu'un pays aujourd'hui peut utiliser la langue comme vecteur, comme colonne vertébrale d'une forme de nationalisme? Enfin, le rapport entre langue et nation, c'est le problème essentiel. On est vraiment d'accord. Alors, moi, je voudrais dire pourquoi je vais exposer à Luxembourg. C'est, en effet, parce que, à la fois, le luxembourgeois n'a pas demandé, enfin, les luxembourgeois n'ont pas demandé à ce que le luxembourgeois soit une langue européenne. Elle ne fait pas partie des langues d'Europe. Au moment où le maltais a demandé d'appartenir à l'Europe, le luxembourgeois a dit « pas nous ». Bon. C'est très étrange, il faut analyser pourquoi. Je n'ai pas de réponse, hein, mais je suis en train de travailler là-dessus. Avec justement Henri Gretton, qui est celui qui a dit que non, que ce n'était pas la peine. En même temps, les enfants à Luxembourg ont tous entendu, me dit-on, notre seule richesse naturelle, c'est la diversité des langues. Quand même, étonnant. Et à quoi il pourrait quand même ajouter et les langues, hein, mais non. C'est ça. Bon, c'est la diversité des langues. Et il se trouve que, justement, j'ai été invitée à Luxembourg il y a maintenant 2 ans par 2 entités complètement différentes. La Cour de justice européenne, et là j'ai appris
je vous ai raconté comment ça marchait. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez extraordinaire de comprendre comment ça marchait. Et puis, par le cardinal Ulrich, qui est cardinal de Luxembourg, je sais pas, enfin, oui, cardinal, et qui, quand il est rentré du Japon, a fait une séance inaugurale et m'a demandé de venir parler de la traduction. Et quand on va à une grand-messe à Luxembourg, cette grand-messe, elle est en 4 ou 5 langues, toujours. Donc, il y a quelque chose là, autour de la diversité des langues, qui est quelque chose qui leur paraît essentiel. Et maintenant que j'ai fait cette exposition, il se trouve qu'on vient de me demander de faire une cité internationale de la langue luxembourgeoise. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je ne sais pas du tout comment c'est envisageable. Mais on va dire que c'est à ça qu'il travaille. Et bien entendu, le rapport nomination, là, est certainement essentiel, mais à mon avis, absolument pas clair. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre autre chose que travailler au cours. Dans le cas du Luxembourg, qui est un tout petit État, je sais pas quoi, il y a 300 000 habitants, je pense, donc que la question de la langue soit aussi, constitue une préoccupation aussi importante, manifestement, sur le plan politique, est en soi significatif, et plutôt bon signe par rapport à ce que vous avez dit. Et je vais peut-être vous poser une question à partir de celle que Madame vous a posée, qui a parlé du plaisir qu'elle a à entendre parler le français. Qu'est-ce que c'est que la beauté d'une langue? J'ai envie de vous la poser, mais l'idée que c'est effectivement, en gros, ces textes et ce qu'on entend quand on la parle. Donc, le son et ces textes, c'est-à-dire ce qu'on arrive à écrire dans cette langue, ce qui a été écrit, ce qu'on arrive à écrire, et ce qu'on entend. Alors, je dirais que c'est pour ça que toutes les langues sont belles. Parce que quand on entend un poème dans quelque langue que ce soit, et un poème c'est le moment où on entend vraiment une langue, et on entend vraiment un texte, je trouve que c'est toujours beau. Il y a à la fois, en fait, je vous ai posé la question, ça faisait avoir réfléchi moi-même, parce qu'effectivement, spontanément, on est plus ou moins sensible à la musique, à la musicalité d'une langue donnée, et vous avez dit, il y a le son, il y a le texte, et effectivement, moi j'ai été nourri de latin et grec, il y a notamment le latin, il y a des formules ou des expressions qui peuvent avoir la même force dans une autre langue que le latin. Et donc c'est cette espèce de ce rappel que vous disiez au début, ce qui est important, c'est pour aimer d'ailleurs sa propre langue, comprendre qu'elle n'est pas la seule et que c'est bien d'apprendre à connaître les autres. J'ai écrit sur mon épée d'académicienne quelque chose d'un peu étonnant quand même pour l'Académie française. J'ai écrit plus d'une langue. C'est une phrase de Derrida, et dans le modernisme de l'autre, et il ajoute « une langue, ça n'appartient pas ». Ça, je trouve ça très belle, très beau. Oui, madame. Merci beaucoup pour la discussion très intéressante. J'aurais voulu revenir sur un point que sur lequel vous avez utilisé une expression assez forte. Vous avez dit c'est grave que la langue des subventions européennes soit ce globish, cet anglais appauvri. J'aurais voulu savoir si vous aviez peut-être, si vous pouviez élaborer, et si vous aviez peut-être une autre approche, étant donné que les propositions européennes, moi je m'occupe de celles qui concernent la recherche et l'innovation, sont évaluées encore jusqu'à présent, et heureusement par des êtres humains. Combien de temps ça durera, je ne sais pas, mais pour l'instant c'est encore comme ça.
comment est-ce qu'on pourrait approcher différemment ce challenge quand on n'a plus, ce défi, quand on n'a plus de 10 000 propositions qui sont soumises par exemple et qu'il faut trouver tous ces évaluateurs pour les évaluer? Comment faire autrement que de demander d'écrire dans cet anglais appauvri? Est-ce que vous avez une idée? Non, je ne crois pas que je n'ai pas en tout cas de bonne idée. Moi, ce que je veux dire en tout cas, c'est que quand en France, on me demande d'écrire dans cet anglais appauvri pour obtenir des subventions, là, je trouve ça haïssable. Bon. Et pourquoi est-ce qu'on me le demande? Eh bien parce que, de manière générale, on demande à des experts que donc, moi, qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas, et qu'il faut donc aller chercher ailleurs. Et j'ai vécu ça au CNRS tout le temps, quand je présidais des commissions. C'était très compliqué de savoir à qui on pouvait donner tel dossier. On le donnait à quelqu'un de tout à fait autre, mais effectivement, qui ne parlait donc pas français. Et voilà, donc là, je n'ai pas de solution, mais j'ai vraiment un problème. Et je trouve qu'on ne s'y est pas attaqué. Et qu'on n'a pas réfléchi, en tout cas, chacun pour soi. C'est-à-dire qu'en France, on n'y a pas réfléchi. Je ne trouve pas ça normal. Et voilà. Alors, qu'il y ait une Koiné, il faut bien. Une langue de communication, il faut bien. Mais moi, j'aurais tendance à dire que, justement, ça n'est pas comme ça que ça se passe à la Cour de justice européenne. Et c'est pour ça que je me suis tellement intéressée à cette instance. C'est que là, chaque langue est respectée en tant que telle, même si la traduction fait qu'elle communique. Donc, après tout, peut-être que c'est très très coûteux de faire en sorte qu'on donne un dossier dans sa langue maternelle, hein, avec tous les guillemets que vous voulez, et que ça soit traduit dans la langue de l'expert. Mais je vous dirais qu'en Europe, la traduction en Europe, ça coûte un café par Européen par an. Et la Cour de justice, c'est un sucre dans le café. Ça, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Merci Madame pour votre présentation. Simplement, comme suivi à la question précédente, la solution, là encore, ce sera peut-être l'intelligence artificielle. À ce moment-là, chacun remplit son formulaire dans sa langue. Et puis, grâce aux experts qu'on a introduits dans l'ordinateur, ils vont vous cracher la bonne réponse. Donc là, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, c'est que l'intelligence artificielle peut être aussi une chance, puisque chacun peut s'exprimer finalement dans sa langue. Oui. L'expert comprendra ce que lui crachera, excusez-moi, l'ordinateur. Mais non, mais j'entends bien votre cracher quand même. Les concessions. Les formulaires, j'avais rempli moi-même pas mal. Oui. C'est jamais très subtil au bout du compte. Enfin, moi qui ai fait quelques dossiers européens, en gros, j'avais à écrire ce que je pensais en 3 paragraphes, et tout le reste, en effet, c'était du crachage. Et il y avait 3 paragraphes qui étaient jugés. On peut imaginer que ces 3 paragraphes soient véritablement traduits, c'est-à-dire soient traduits par l'intelligence artificielle, pourquoi pas, et relus, et retraduits, et revus. Vous voyez, voilà. C'est comme toujours le banal. Enfin, l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est du banal, puisqu'elle met le mot qui est attendu. Moi, je sais, la première fois que je m'en suis servie, c'était lorsque j'avais écrit Éloge de la traduction, qui n'était pas traduit en américain, et on m'a demandé à l'impromptu comme ça d'en parler aux États-Unis. Et donc, j'étais très embêtée, et j'ai traduit avec l'intelligence artificielle mon premier chapitre. Et je me suis aperçue que c'était très bien traduit. Je me suis dit, je ne sais plus écrire, c'est très bien traduit, sauf que je me suis endormie en lisant. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus une aspérité. C'était terriblement ennuyeux. Sauf que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait réintroduire le sens de l'erreur dans l'algorithme de l'intelligence artificielle. Et j'ai revu une série tout récemment là, sur
le Deep Blue de IBM, je crois en 95-96, il a réussi à battre Kasparov, le champion mondial des échecs. Et à un moment, il est question effectivement pour Kasparov de commettre une erreur de manière à ce que le Deep Blue, enfin l'ordinateur, soit complètement désarçonné, parce qu'il ne s'attend pas à cette erreur. Oui. Bon, au bout du compte, Kasparov a quand même perdu, finalement. Bon, donc je ne sais pas si c'était... Il aurait dû en faire deux. Deux erreurs. Que signifie une erreur aux échecs? Parce que précisément, justement, si vos coups sont trop attendus par votre adversaire, à un moment donné, vous êtes certain de perdre. Donc, je dirais l'imprévisibilité aussi maîtrisée, c'est une des clés du succès aux échecs. Et je comprends pourquoi ce que vous disiez sur les ingénieurs de la Silicon Valley les intéresse, c'est que comme malgré tout le but c'est d'éviter les erreurs ou en tout cas de les rectifier, il faut bien entendu tester le système en mettant en situation justement d'erreurs et de voir comment il peut la surmonter. Moi, je me souviens, la première fois que je me suis intéressée à quelque chose de l'ordre de l'intelligence artificielle, enfin de Google en tout cas, j'ai écrit un livre il y a quand même maintenant plus de 15 ans, je crois, qui s'appelait Google Moi. Et j'avais donné à Google Translate la phrase « Et Dieu créa l'homme à son image ». Je l'ai fait traduire en allemand, puis j'ai traduit en allemand en français, puis j'ai traduit le français en allemand, etc. Et à un moment, la traduction était toujours la même. Et c'était « Et l'homme créa Dieu à son image ». C'était pas mal. Voilà. Et quand j'ai fait la même manip pour l'anglais, et ça a donné, au moment où la traduction s'est stabilisée, « Et Dieu créa l'homme avec son image ». Évidemment, tout ça maintenant... Maintenant, c'est des nouveaux aussi. C'est une étape très primitive de cette machine. Oui, tout en haut. Bonsoir. Je voulais vous demander quelles étaient les dynamiques de création de vocabulaire nouveau, notamment en langue française contemporaine. Est-ce que c'est plutôt de la traduction ou est-ce que les impacts finissent par rentrer dans le vocabulaire commun? Je crois qu'il y a tout. À l'Académie française, il y a un certain nombre de personnes qui s'occupent des nouveaux mots et de la terminologie, proprement dite. Alors, l'un des problèmes, c'est qu'il y a des groupes de terminologie qui ne comportent que des experts, et jamais des poètes, des romanciers, vous voyez, jamais des gens qui pratiquent autrement la langue. Donc ça, c'est un vrai problème, à mon sens. Remédiable, mais il faudrait que ça soit entendu, pour que ça soit remédié. Sinon, il y a l'import-export, toute langue est faite d'import-export, tout le temps. Et par exemple, à Villers-Cotterêts, on a une salle, tout ça est bien montré. On montre toute la manière, enfin, peut-être le français est ce qui a donné le plus de termes en anglais. Hein, mais en même temps, aujourd'hui, l'anglais nous le rend bien. Bon. Parce que l'anglais a plus de facilité à créer des mots en faisant image avec des termes concrets, tandis que pendant longtemps, quand le français inventait des termes nouveaux pour désigner des inventions, par exemple, il puisait dans le vieux fond gréco-latin pour dire vélocipède, automobile, télévision, cinématographe, que la langue commune d'ailleurs, en général tronquait. Personne disait je me déplace en vélocipède ou au cinématographe. On a pris pas que boat pour dire pas que beau. Par exemple, c'est incroyable. Mais bon, il y a, à mon avis, il y a tout fait ventre en terminologie. Voilà, en gros, c'est ça que je pense. Donc, et les impacts, c'est les imports, et les exports, et les inventions. Là, on est forcé d'inventer, oui, l'argot. Merci.
Je voulais juste parler d'un constat que j'ai fait récemment, d'un paradoxe en fait. C'est-à-dire qu'à une époque où l'intelligence artificielle se développe de plus en plus, on en parle énormément, éclate en même temps, a éclaté il y a quelques années, la polémique autour de l'affaire Amanda Gorman. C'est-à-dire que là, on était presque dans l'humain, trop humain, je dirais, puisque visiblement la traduction humaine ne suffisait plus. Il fallait carrément appartenir à la même ethnie ou avoir partagé les mêmes expériences historiques ou philosophiques, etc. Donc, quelle est votre position par rapport à la polémique autour de l'affaire de Amanda Gorman? Écoutez, dans la mesure où je définis la traduction comme un savoir-faire avec les différences, je pense que c'est vraiment une polémique absurde. Vraiment. C'est ce que j'espérais entendre. Mais c'est une polémique qui est assez ancrée. Moi, je mettrais ça jusqu'à... Enfin, j'avais fait il y a longtemps quelque chose qui explorait le rapport au site de rencontre. Est-ce que... Et ça commence toujours par le même. Alors, qu'est-ce que vous voulez... vous aimez Bach ou Schubert? Vous aimez le rock ou la musique classique? Et vous aimez marcher ou courir? Et vous aimez faire du ski ou vous m'aimez? Et on vous fait un profil et on vous demande, on vous suggère d'adopter que vous cherchez le même profil. C'est une vraie question. Moi, je trouve qu'on cherche toujours quelqu'un d'autre. Et je pense que ça renvoie à ça. C'est-à-dire, quel est le rapport à l'altérité? Est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin? Ou est-ce que c'est on veut que du même? Mais ce qui m'a attristé, moi, dans cette polémique, c'est que ni l'écrivain, ni l'éditeur n'aient défendu le choix initial d'un traducteur qui était autre et qui était en plus, qui jouissait d'une réputation extraordinaire. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, si je vois une main dans la pénombre qui se lève tout en haut, tout au bout. Vous traversez la salle, Lord. Oups. Dernière question, monsieur. Bonsoir, M. Racine. Je voulais seulement savoir s'il y avait un tableau que M. Pierrugue a rencontré pour une description qui nous raconte les limites de l'intelligence artificielle. Non, Pierrugue n'est pas peintre, donc oui, vidéo. Il crée des installations, si je puis dire. En réalité, il ne porte pas un jugement, c'est bien ou c'est mal. Il utilise l'intelligence artificielle dans ses installations pour illustrer des interrogations assez fondamentales sur ce que signifie qu'être un être humain. Ça n'a pas toujours eu le même sens si on voit les centaines de milliers d'années depuis l'apparition de l'espèce humaine. Ça ne sera pas non plus le futur. Donc il utilise l'intelligence artificielle comme un outil qui donne de l'énergie à ses œuvres et qui ouvre sur des possibles, sur une infinité en réalité de possibles et non pas de quelque chose de linéaire. De ce point de vue, il ne s'agit pas du tout justement d'une conception en quelque sorte totalitaire de l'intelligence artificielle qui se substituerait à nous, mais plutôt justement presque d'un outil cognitif qui ouvre les possibilités en nous faisant, en mettant en scène, si je puis dire, des œuvres qui sont en perpétuel changement. Et des œuvres limites qui testent. Des œuvres limites. Donc il n'a pas rencontré des limites. Non, oui, absolument. Ce qui l'intéresse, c'est justement les zones de passage, d'où le titre de l'exposition liminale qui indique plutôt qu'on n'est pas sur un point fixe.
ce que je dirais en réponse à votre question. Ce qui est en développement. Dans une la dernière des œuvres de l'exposition, qui utilise l'intelligence artificielle, qui essaye de recréer le protocole, c'est un homme, un être humain, voit certaines images, et à partir de son activité cérébrale, on essaye de reconstituer l'image qu'il perçoit effectivement. Et donc, en réalité, on voit des images qui sont assez difficiles à reconnaître, mais il disait, c'est une œuvre que j'ai conçue il y a plusieurs années. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle obtiendrait des résultats beaucoup plus probants, enfin, qui permettraient d'être beaucoup plus proche de l'objectif qui est en théorie recherché. Donc, voilà, c'est un processus. De toute façon, je voulais faire mes meilleurs compliments. L'exposition de Pierre-Hugues est fantastique. Beaucoup de succès. Merci. Merci beaucoup. Mais surtout, un grand merci à Barbara Cassin pour cet échange.